Bonjour Victoria, Bonjour Thierry. comment ça va aujourd'hui? Mais écoute, très bien. Je vois que tu es de nouveau dans ta Thierry Mobile. Oui, alors elle s'appelle Yoko, hein, si jamais. C'est ma newsroom mobile. Alors si vous entendez un peu de bruit, ben, c'est parce qu'effectivement, pour ce live qu'on a tenu à démarrer à l'heure, eh bien voilà, j'ai trouvé un spot. Je suis dans la campagne genevoise et il fait super beau, donc je vais transpirer. Mais je suis content, on commence à l'heure. Donc ça va être top. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va directement faire connaissance avec notre invité qui lui aussi se réjouit d'avoir une climatisation pour pouvoir bien, tenir le coup de cet échange d'une petite trentaine de minutes. Et c'est un thème, moi, qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui parce qu'effectivement, on ne l'avait pas encore abordé, me semble-t-il, Victoria. De qui s'agit-il? Alors aujourd'hui, on reçoit Sébastien Tondeur, CEO du groupe MCI, qui va nous parler d'un secteur qui souffre particulièrement, c'est l'événementiel. Bonjour Sébastien. Bonjour Victoria, salut Thierry. Salut Sébastien, bienvenue à bord. Et je te tiens les pouces pour ce qui est de tenir avec la chaleur ambiante. Ça Et marche. bienvenue Voilà. à bord de ce Comin Mag Live. Voilà. Donc je pense que pour bien comprendre l'impact de ce Covid sur ton groupe, je pense que c'est important que tu décrives vraiment l'impact, enfin le groupe MCI, parce que vous êtes vraiment sur énormément de marchés. Et puis, je veux dire, c'est pas qu'en Suisse. Donc, je te donne la parole, puis après, on reviendra sur comment vous êtes déployé. Voilà. Donc, j'ai monté un groupe qui était global, diversifié, pour pas souffrir de quelque chose de trop important. Et là, ça a pété partout en même temps. MCI, en 2019, parce que je vais commencer là, c'est 200 millions de francs suisses d'honoraires, donc facturés aux clients, 2400 employés vers la fin de l'année. On opère dans 31 pays et donc trois activités. Là, à peu près 40% de notre activité, c'est ce qu'on appelle les corporate events, la fête du personnel, les voyages de récompense, le lancement de produits, événements presse, séminaires, etc. 30% de notre activité, on travaille pour donc des événements propriétaires. Donc ça va être une association qui organise un congrès sur un domaine dans le médical ou une entreprise qui a un congrès avec comme le GSMA la technologie, ou ça peut être un événement sportif ou culturel. Et finalement, 30% de nos activités, donc 40, 30, 30, le dernier 30%, c'est une activité qu'on appelle diversifiée, qui est du marketing, du contenu, du digital et du community management. Donc des activités, on va dire, qui n'ont rien à voir avec le présentiel en direct, mais qui peuvent Mais avoir des vient en liens, mais pas soutien, direct. mais qui viennent en soutien des événements, j'imagine. Alors, dans certains cas, mais parfois c'est totalement indépendant parce que c'est la continuité peut-être entre deux live moments ou c'est tout simplement une activité marketing, communication indépendante totalement. Alors, comme tu es sur plusieurs pays, est-ce qu'on peut dire que dès le début de l'année, tu as senti que quelque chose allait se passer? Est-ce que vous avez pu anticiper quelque chose ou vous tout roulait normalement et puis au mois de mars, tout s'arrête? Alors, tout s'est arrêté le 15 mars. Notre premier trimestre de l'année a été, on va dire, normal. Hein. On devait faire de la croissance, donc on était un petit peu plus fort que Q1 2019. On a vu, comme tu le dis, on était présent, donc on a une activité en Chine. On a donc vu arriver cette pandémie. Ce qu'on s'est dit, on s'est dit, on va regarder l'histoire. Donc l'histoire, c'était quoi? C'était le SARS, Toronto, le Canada, où j'avais une opération ces années-là, où tout s'est arrêté, mais c'est resté, entre guillemets, là. Donc c'est resté au Canada. Donc on s'est dit, OK, c'est chaud, on va perdre de l'argent en Chine, comme on a perdu quelques années au Canada. Tout le monde va faire un petit peu attention, comme je me souviens, on avait organisé Cybos, qui est un grand meeting bancaire à Boston. J'avais été, il y avait des caméras, des heat cameras, on regardait un peu quelques mesures sécuritaires, mais en gros, ça en était resté là. Donc pour moi, mon anticipation, ça a été, voilà, ici, ça marche pas, mais le reste du monde sera isolé. Et tout à coup, ça a pété partout en même temps. Et le monde entier était confiné. J'aurais jamais cru. Donc, tous les events ont été arrêtés. Alors, tous les events ont été arrêtés, on va dire, avec chaque fois un peu de lag. Hein. Il y a eu
C'était un peu comme une vague en fait, hein. Donc ça arrivait d'est vers ici, petit à petit. En dernier, les États-Unis. Donc il y a eu des petits décalages, mais pour faire simple, disons à partir du 15 mars, et puis au début, pour les 60 prochains jours, tout a été arrêté. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait plus de travail, parce qu'il faut des fois, pour arrêter quelque chose ou le déplacer, ça prend aussi du travail. Donc on a quand même eu beaucoup de travail, et je vais dire que c'est environ vers fin mai, début juin, où il y a eu le vrai trou, parce que ça y est, on avait soit transformé, soit arrêté, soit repoussé les différents projets. Et là, depuis fin juin, il y a quand même avec le déconfinement, nos clients retournent au travail et donc recommencent une activité vive, et donc on est en conversation sur beaucoup de choses. Alors, un groupe comme celui-ci, avec une taille aussi grande, tous ces pays concernés, et puis comme tu viens de le citer, avec en plus une expérience dans le passé de pouvoir un petit peu appréhender ce type de crise, est-ce qu'il possède un lien particulier avec les États, avec les gouvernements, pour savoir un peu mieux à quelle sauce on est mangé, ou au contraire, on est tous assujettis à la même enseigne? On doit attendre les décisions des États, on doit attendre les décisions des gouvernements pour savoir comment on s'organise. C'est une super question. Là, je reviens un petit peu aux États-Unis. Il y avait eu la grande crise un peu autour des subprimes, des élections aux États-Unis de cette période-là, où en fait on s'était retrouvé, où en gros les événements, c'était devenu quelque chose de sale. C'était c'est des pots de vin, on invite des gens, donc il y avait eu toute cette image très sale surtout aux États-Unis, hein, c'était resté très aux États-Unis. Mais ce qu'on s'était rendu compte, c'est qu'en fait, en tant que secteur, donc là on parle même plus d'MCI, en tant que secteur événementiel, on n'avait pas de voix au niveau des gouvernements, des instances gouvernementales. Donc à cette époque, c'était une dizaine d'années, on s'était beaucoup plus organisé avec du lobby, avec des partenariats, avec des secteurs qui avaient une voix, comme le voyage par exemple, le tourisme, les hôtels, qui avaient une voix. Donc cette fois-ci, c'est vrai qu'on a pu être entendu de manière beaucoup plus rapide qu'il y a quelques années. Donc on s'est senti entendu. Pour prendre un exemple, en France, même le président Macron français a utilisé le secteur événementiel dans une de ses interventions. C'était un gain. Donc ça prouvait quand même que cet impact économique des événements était quand même finalement reconnu. C'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup d'impact économique, et c'était reconnu. Donc on s'est senti bien. Maintenant, on était à la merci évidemment des programmes. C'est pas nous qui avons dirigé les programmes d'aide, hein. Il y a eu les programmes RHT, tout ce qui est Covid Loan. Donc ça, on était contents. Ça nous a clairement sauvés, et c'est absolument nécessaire. On a vu que un des premiers gestes forts, ça a été de fermer le salon de l'auto, enfin disons de ne pas le produire. Les gens étaient stupéfaits. Alors on voit l'impact qu'a l'événementiel non seulement sur l'économie, mais aussi sur les gens, parce que tout d'un coup on s'est dit, mon Dieu, mais pour qu'on ferme le salon de l'auto en Suisse, c'est que c'est vraiment important. Donc c'est vrai que l'événementiel, au-delà de simplement des rendez-vous, c'est quelque chose qui marque un temps. On voit bien cet été, il n'y a pas d'événement culturel, donc ça fait une année un peu bizarre. Donc c'est un secteur qui était plus que florissant. Oui, absolument. C'était un secteur où en ce moment, avec la digitalisation, je dirais que les relations humaines, physiques, sensorielles deviennent premium, donc sont recherchées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont chères, hein, mais c'est qualitatif. Et donc, c'est quelque chose sur laquelle, c'est vrai que cette vague qu'on surfe, quand initialement, mon père a monté la boîte au milieu des années 80, et après que j'ai repris, qu'on a continué de moderniser et d'évoluer avec l'évolution du métier. Alors aujourd'hui, on voit bien que les gestes barrières, on va les adopter pendant très longtemps. On voit bien l'essor des visioconférences. Donc, est-ce qu'on peut imaginer l'événementiel autrement? Et comment est-ce que vous allez digitaliser aussi ce présentiel? Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a une différence entre donc, les événements publics, type, on va dire, un concert ou un sponsoring autour d'un événement sportif, où l'audience, on va dire, elle est inconnue, contre des audiences B2B d'une entreprise où l'audience, elle est connue. Donc là, il y a le traçage qui est plus facile que sur d'autres. Donc il y a ces éléments, ça va prendre en compte sur qu'est-ce qui va se passer plus rapidement ou pas. Aussi, il faut voir que
dans beaucoup d'événements, nécessite une présence d'audience internationale. Donc ça va réduire. Donc ce qui est en train déjà de reprendre, on le voit, c'est des audiences qualifiées, un peu plus petites et domestiques, on va dire. Donc ces types d'événements, on va dire, la fête du personnel pour ma boîte, la convention des vendeurs nationale, c'est des choses qui peuvent revenir plus vite que du grand public où l'audience n'est pas là. Après, sur la digitalisation, on pourrait dire, pour moi, qu'en fait, l'événementiel ne va pas se digitaliser. Il n'y a rien à faire. Ça doit être vivant. Tout ce qui a été fait au niveau de digitalisation, ou beaucoup de ce qui a été fait, ça a été du pansement. Ça a été parce qu'on n'avait pas le choix, soit parce qu'une organisation… La chaleur a eu raison de Skype. Par exemple, du Seed Star Summit, qui est une compétition internationale de start-up qu'on a pu digitaliser et donc qui génère du revenu. Ou par exemple, récemment, là au début juin, on a digitalisé le Congrès mondial de l'hématologie, qui était un événement normalement physique. Et là, il y a eu 30 000 personnes, donc 3 fois plus même que le physique, avec tout un programme, 120 speakers organisés, 2 semaines de contenu, programme de certification, enfin, etc., etc. Donc aujourd'hui, ça a été des pansements. Est-ce que tu as le sentiment qu'on est en face d'un public qui est plus sensible à la digitalisation? On l'a vu avec le télétravail, on l'a traité plusieurs fois dans Commit Mag Live, que tiens, on peut travailler à distance, on peut travailler sans être au bureau, on peut voir des gens sans les voir physiquement. Est-ce que le domaine de l'événementiel, ça a aussi donné ce type de constat, que ce soit du côté des organisateurs, que ce soit du côté de prestataires comme MCI? Ouais. Alors, je pense qu'on parle, alors évidemment, dans ces périodes, tout le monde parle toujours du new normal. C'est quoi le new normal? C'est quoi la transformation digitale qui va se passer? Moi, il y a 2 choses pour moi. Donc, c'est vrai que le work from home, à chaque fois faire attention parce que c'est WFH et pas l'autre acronyme, mais work from home. Donc, c'est vrai que ce que ça a amené, c'est beaucoup de conversations où on a été un peu mixé avec l'événementiel, avec les meetings internes. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Il y a le meeting interne ou le meeting d'équipe, le comité de direction, les meetings, on va dire, où on est 5, aller à 15 personnes, on se voit pendant 1 heure à 3 heures. Ça peut vraiment disparaître. Je crois que c'est assez efficace aussi online. Encore plus si on parle d'un aspect peut-être éco-responsable. Certains, ces comités de direction nécessitent de faire voyager peut-être un directeur de différents bureaux parce que c'est une gestion régionale d'une entreprise internationale. Donc, je pense que là, c'est vraiment le présentiel est quasi fini. On va passer en digitalisation, donc en live. En live, il y a des outils qui se développent pour faire du workshop au lieu d'utiliser son post-it. Donc, il y a vraiment, aujourd'hui, c'est possible. Donc, je pense que les petits meetings, mais à ne pas confondre avec l'événementiel, pour moi, c'est vrai, vont probablement disparaître dans ce new normal. Et en plus, avec les notions éco-responsables, je crois que c'est la bonne chose. Après, au niveau de l'événementiel, je crois vraiment qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je ne crois pas qu'on a encore été émotionnellement touché par un événement live. C'est pas ce qu'on choisirait. Il y a l'humain, il y a le côté social, animal. Maintenant, il y a une accélération, je pense, qui va se passer, on le voit aujourd'hui, du fait que beaucoup de clients ont dû utiliser le digital. Et cette accélération, elle est notamment au niveau, pour moi, de la diffusion de contenu. Donc, je fais un peu le parallèle avec la télévision. Il y en a qui ont besoin d'avoir le live et il y en a qui peuvent avoir le replay. Donc, en fait, la notion de live, tout à coup, il y a un contexte. Est-ce que j'ai besoin de ce contenu maintenant ou plus tard ou au moment juste? Il y a ces 2 côtés-là. Donc, en fait, ce côté-là est accéléré. Ça veut dire qu'on enregistre et on rediffuse. Et donc, autour de ce live et replay, cette diffusion, il y a donc évidemment la conversation, l'engagement et les conversations qui peuvent se faire. Donc, c'est quelque chose, c'est une transition normale. On a des événements digitaux, on en fait déjà depuis 6-7 ans. C'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu, je dirais, tout ce qui a pu être vraiment digitalisé de manière significative l'a déjà été. Alors, je ne dis pas que je suis exhaustif, mais on peut venir, par exemple, les foires sur le recrutement. Quand quelqu'un veut trouver un travail, quelqu'un veut recruter, c'est facile, on peut aller online parce qu'il n'y a pas besoin d'effort. Tout le monde veut un truc de l'autre.
Donc, on peut vraiment aller online et faire le go-between. On va dire, c'est l'équivalent du dating. Hein. On peut faire le dating online, plus en boîte de nuit, on va online, on simplifie plein de choses et boum, c'est fait. Donc ça, c'était pareil sur le recrutement. Il y a eu un peu la même chose sur les salons et les foires, on va dire, industrielles, où il fallait trouver des fournisseurs pour se produire. Tout ça, c'est parti online. Donc ça, c'est la première catégorie, ça a été vraiment digitalisé. La deuxième, je dirais, c'est tout ce qui est formation et webinar. Quand quelque chose est très top-down, en plus, maintenant, on parle surtout de micro-learning. Donc, tout ça, ces événements physiques de formation et ces sales webinars. Donc, ça a été digitalisé. Ça marche super bien. Maintenant, autour de ça, il y a des nouveaux outils, des nouvelles apps, des nouvelles fonctionnalités hyper intéressantes, des nouveaux concepts. Il y a eu, troisièmement, énormément de dématérialisation. Déjà, au lieu d'avoir le programme imprimé, on a l'app. Au lieu d'avoir le networking peut être facilité, mais après, on se voit quand même en live. Donc, ça, il y a eu une grosse dématérialisation. Et finalement, c'est ce que j'ai dit dernier, c'est la diffusion, le côté, ce qu'on appelle hybride dans le secteur, c'est-à-dire de faire participer certaines personnes online, par exemple physiquement, donc le présentiel et le distanciel, en même temps, et après encore le replay. Mais justement, dans cette diffusion, on voit que des images, la qualité des images est différente. La semaine dernière, on avait le live, le Cannes Lions qui s'est fait en direct en live. On avait plein de vidéos, plein de lives et plein de vidéos qui montraient une autre normalité, enfin la normalité du Covid avec des gens chez eux, des gens qu'on avait vus que dans des événements. Donc, tu vois, le grand CEO de telle marque. Et là, tout d'un coup, on le voit chez lui. Et ça change complètement. Ça donne un autre impact. Tout d'un coup, tout le monde a l'air beaucoup plus humain. La fonction, elle est désacralisée. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose finalement, c'est un peu cette période? Je crois qu'on n'a pas entendu ta question, Victoria. Ah, voilà. Ah, ça s'est arrêté. Ah oui, alors je disais, oui, par rapport à la qualité des images. Donc, ces vidéos qui ont été faites pendant des events en ligne où on voit les gens dans leur intérieur et ça donne totalement une autre, ça désacralise un peu, ça humanise les gens mais ça les désacralise par rapport à leur fonction. Est-ce que tu penses que ça va rester? Ça va être un nouveau standard? Ça, c'est une super bonne question aussi. Je dois avouer que ça m'a surpris. C'est vrai que j'ai vu ce côté intime et humain à travers cette digitalisation, d'être en contact forcément par obligation online. Maintenant, je pense aussi que j'ai vu un peu une évolution. Je me rappelle, je parlais avec une cliente potentielle à New York au début du confinement, assis sur sa chaise en leggings et en t-shirt en train de me parler. Et puis, à peu près 35-45 jours après, elle était quand même maquillée, bien coiffée, bien habillée. Donc, je pense qu'on a commencé au début, on s'est dit, bon, c'est cool. Il y en a beaucoup qui mettent pas leur caméra, mais quand ils la mettent pas, c'est suspicieux. Mais je pense intéressant, ça a amené un côté humain et heureusement, pardon, excuse-moi, ça a amené un côté hyper humain. Il y a eu un côté hyper humain dans cette digitalisation et je pense que c'est magnifique. Le retour à l'authentique, hein, on le dit souvent ici, effectivement, ça fait un peu penser à ces fameux duplex où ce monsieur tout d'un coup voit sa fille venir dans son bureau et puis après sa femme qu'on a cru pendant des années, enfin des mois, être la nounou. Non, c'était son épouse. Le retour à l'authentique et puis un peu à l'image de ce live, hein, puisqu'on est dans 3 lieux physiquement différents. Moi, je suis connecté à la 4G pour hoster ce live. Et bien, du coup, voilà, il y a des couacs. Est-ce que, d'après toi, justement, cette tolérance à la qualité, comme le disait Victoria, pour les Cannes Lions, on a vu des Skype, hein, on a vu des gens chez eux, on a vu des gens qui n'étaient pas forcément apprêtés comme les stars qu'on a l'habitude de voir sur scène. Est-ce que tu penses qu'il y a une espèce de regain de tolérance par rapport à ça, par rapport à la qualité au fond? Et puis, deuxième question directement imbriquée, est-ce que ça va rester cette tolérance dans les mois, les années à venir, d'après toi? Je sais pas. Je pense qu'il y a une certaine. C'est vrai qu'à un moment, on a beaucoup parlé de qualité TV ou qualité YouTube. Hein. On mettait un peu ces deux côtés-là. Puis les nouvelles générations, ça leur suffisait la qualité YouTube. On n'a pas besoin de faire du broadcast qualité. Mais quand même, si on regarde ce qui est en train de se passer, on est en train de passer. Donc, il y a eu quoi? Il y a eu le texte dans les médias sociaux, il y a eu l'image et maintenant on passe sur la vidéo.
Et tout ça, quand même, est quasiment maintenant filtré tout le temps. Et ce qui marche, c'est quand on offre de la haute qualité. Donc, je pense quand même que la qualité va devenir de plus en plus accessible, mais va quand même être le standard. Mais c'est qu'une opinion. Je n'ai pas plus réfléchi que ça. C'est le parallèle qui m'est venu comme ça, en live. Est-ce que cette nouvelle normalité va avoir une incidence sur la façon où tu vas devoir déployer tes forces à l'interne, développer de nouveaux services? Comment est-ce que toi, tu te prépares pour ce nouveau monde qui connaîtra peut-être des pandémies plus régulières, hein? Oui, absolument. Bah, nous, en fait, c'est un peu quand on était au début de la pandémie, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe? La manière de gérer la société ne pouvait plus s'appliquer. Hein. On ne pouvait plus regarder notre pipeline des ventes. On ne pouvait pas se dire qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, on va le refaire cette année. Donc, on a dû faire deux choses. On s'est dit, bon, on s'est dit, bon, 2020, on oublie, on regarde 2021, on fait tout pour construire 2021. Et 2020, on essaie de sauver les pots cassés. 2021, donc on s'est dit deux choses. On s'est dit, premièrement, c'est quoi nos convictions? Est-ce que le métier va encore exister? Comment il sera fait? Et est-ce qu'on a les compétences pour faire ce métier de demain? Donc à ça, nous, on s'est dit, oui, on croit que notre métier va exister. Il y aura du présentiel. OK, de l'accélération digitale, mais c'est normal, c'est dans la juste continuité des choses. On n'a pas été surpris plus que ça des opportunités. Même au contraire, des choses qu'on avait proposées à des clients, aujourd'hui, ils étaient plus ouverts. Donc, je pense qu'il y aura une accélération de la transformation. C'est quand même les clients qui dirigent à la fin. Deuxièmement, on s'est dit, est-ce qu'on a les compétences? Donc là, c'était oui, parce que c'est pas nouveau. On a fait 150 événements digitaux l'année dernière. On a constaté, je sais pas combien on sera. On fera le calcul à la fin, mais ça va être encore plus. Et finalement, le troisième morceau, on s'est dit, ça va être quoi la volumétrie? Parce qu'évidemment, la volumétrie n'est pas la même. Pour organiser un événement digital, il y a certains lignes de dépenses qui n'existent pas. Les hôtels, l'avion, par exemple, c'est des gros tickets, ça prend beaucoup je parle au niveau budget, et ça prend du temps à organiser, à gérer. Donc ça, il n'y aura plus. Donc forcément, une économie donc moins vive, je parle macroéconomiquement, probablement moins de budget, donc on doit réduire. Deuxièmement, le pivot de compétences, il n'est pas fondamental. À la fin, on va vers les clients, on vend du strategic planning. Ce qu'on va faire du digital, ça c'est qu'un moyen, hein, on n'est pas fixé. Mais il y aura un peu moins de volumétrie, ça va être différent. Donc, probablement, je dois réduire les équipes. Et oui, donc on a anticipé d'être une société 25% plus petite l'année prochaine par rapport à 2019. Donc, ça veut dire beaucoup de changements dans l'organisation. Il y a eu cette nuit de la lumière le 22 juin où on a illuminé dans toute la Suisse puis dans plusieurs pays en Europe des bâtiments pour conscientiser sur l'impact de l'événementiel. Est-ce que, je ne sais pas si MCI a participé à cet événement et est-ce que ce genre d'action, ça sert à quelque chose ou pas? Alors, pour moi, ce genre d'action peut-être était symbolique, mais a résonné. Pourquoi? Et ça a résonné, donc quand on regarde les différents posts, on va dire les médias sociaux ou quelques articles de presse, ça a résonné parce qu'en fait, l'événementiel, et moi je l'ai fait pas pour MCI, je l'ai fait pour tous les métiers invisibles de l'événementiel. Et c'est ça parfois, l'événementiel, c'est un écosystème, c'est beaucoup de lignes de budget, hein, j'utilise tout ça comme exemple, et chacune de ces lignes de budget, c'est des ressources qu'on n'a pas forcément en interne. C'est tous les freelances, c'est le locataire de lumière, de son, d'assiettes, le F&B, les artistes. Donc il y a toute une économie invisible, on appelle ça dans le secteur. C'est un peu comme un iceberg, hein. Il y a un 7e visible, 6/7e, je sais pas le rapport, je pense un truc comme ça, invisible. Donc pour moi, c'était de montrer de mettre ça en avant et de montrer qu'on pense à eux. Donc si c'était symbolique, au moins c'est ça. Bon, le cœur y est. Après, est-ce que ça fait changer les politiques? Probablement pas, mais c'était une belle action pour moi, pour les métiers invisibles. Il y a un passage sur la route. Oui, je confirme. C'est vrai que pendant ces dernières années, on a beaucoup valorisé le contact direct avec le client parce que justement, le digital permettait de toucher à plus grande échelle. Mais on savait que lorsqu'on avait un client en présentiel,
c'est là où on peut créer la vraie expérience et puis, disons, avoir un contact et puis aussi connaître son client parce que très souvent, jusqu'à maintenant, on connaît mieux son client en ligne qu'en réel. Donc, on voit beaucoup de marques qui ont créé, qui ont fait ces événements parce que c'était le moyen pour eux d'être entrés vraiment physiquement en contact avec leurs clients. On a vu dans le monde de la musique, c'était aussi une source de revenus parce que la digitale, finalement, leur ramène beaucoup moins que des concerts. Aujourd'hui, avec cette pandémie, le danger, c'est l'autre. Dans un monde où on ne peut que penser que la maladie va venir de quelqu'un d'autre, on va devoir avoir des applications et se méfier de tout le monde. Est-ce que cette notion du présentiel, de cette valeur qu'on donnait à l'individu, est-ce que tu penses qu'elle va complètement changer? Alors, je pense que quand même l'humain ira vers l'émerveillement, le romantisme, la séduction. Peut-être je suis rêveur, mais je crois qu'on reviendra vers ça. Et je pense que l'humain, c'est Darwin et évolutif. Donc si c'est un nouveau normal, je pense qu'on se méfiera plus. Il y aura les apps, il y aura etc. Peut-être qu'on ne se serrera plus la main, peut-être qu'on ne se fera plus la bise. C'est dommage, mais il y a plein d'autres choses qu'on pourra continuer de faire en groupe et on va s'habituer, on va évoluer, on va l'accepter. Je crois que l'enjeu en vaut la chandelle. Donc, on peut imaginer des events où de toute façon, on va garder ces 2 mètres de distance par sécurité, comme ça rassure les gens. Même enfin, le gel hydraulique partout. On peut imaginer des events avec des masques aussi. Oui, absolument. On a par exemple, il y a Volkswagen a ouvert une nouvelle usine en Argentine, donc c'était prévu, hein, ils devaient faire ça. Donc nous, on a fait tout le protocole sécuritaire, par exemple. On n'a pas organisé l'événement, mais on a fait venir les notables. C'était super important parce que ça crée des emplois. L'Argentine, comme vous savez peut-être, est comme une économie qui est pénible et donc qui ont du mal à grandir, à s'en sortir. Donc c'était important cette usine, c'est des emplois, c'est de la croissance économique. Donc ils ont voulu faire pour marquer. Et ben voilà, donc il y avait des lignes par terre, il y avait de la distance, il y avait des masques, il y avait du gel. Donc c'était quelque chose qu'il fallait prendre en compte. Donc c'était bien un client qui avait une vraie conviction, qui a voulu faire le live et on s'est adapté basé sur ce qu'on avait le droit ou pas le droit de faire. Alors justement, bon, je corrige les propos de Victoria, c'est du gel hydroalcoolique, hein, le gel hydraulique. mais on va dire que c'est à cause de la chaleur et à cause des bruits ambiants. Je m'excuse pour l'audience de Comin Mag. Et oui, effectivement, Yoko, la newsroom mobile, est à côté d'une route pour ce live qui arrive d'ailleurs bientôt à terme. Moi, j'ai une question justement. On a ici l'occasion de la poser à un professionnel de l'événementiel. Si en quelques mots, tu pouvais peut-être nous décrire les différents métiers, parce que Victoria, moi et d'autres professionnels, on est très souvent confrontés et puis en relation avec le monde de la formation et on voit cet intérêt qui n'a jamais cessé pour les jeunes de travailler dans l'événementiel. Quelle vision tu as, quel regard tu as sur les métiers de l'événementiel, peut-être hors crise, pour un petit peu parler du Polaroid de la situation? Puis un petit peu peut-être aussi renseigner notre audience sur qu'est-ce qu'on peut faire dans ces métiers. Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup. C'est quelque chose qui est en flux tendu, il est très vivant et ça change tout le temps. Donc c'est pas du tout chronophage, c'est pas tout le temps la même chose. À chaque instant, il y a des choses qui se passent. Donc, c'est évidemment pas pour tout le monde aussi, parce qu'il faut avoir du jeu de jambes et il faut aimer ça. Le deuxième, forcément, ça fait toujours rêver. Il y a bien sûr du voyage dans beaucoup de cas. Et je parle de voyage, ça peut être domestique, hein, ça n'a pas besoin d'être international. Donc, c'est une découverte. Donc, c'est une certaine richesse, découvrir la culture, découvrir des lieux, découvrir des cultures différentes. Humaine, donc c'est quelque chose, quand on a soif de savoir, quand on est curieux, quand on n'a pas envie de s'ennuyer, qui attire forcément. Donc les métiers, après, au bout du compte, je vais dire, c'est très ressemblant, on va dire quand même, à la fin, c'est au marketing, la com. Je veux dire, on a de la relation client, il faut développer des nouveaux clients, il faut les fidéliser. Il y a du strategic planning, de la création. Notre outil et notre insight, c'est l'humain, c'est ça notre insight. On croit en l'humain et on croit que les humains ensemble, dans un monde physique, ça fait des choses qui peuvent être ensuite multipliées.
Évidemment, maintenant, on ajoute les audiences online qui sont ultra importantes et trouver comment on peut connecter. On appelle ça le phygital, le physique et le digital ensemble. Hein. Je l'ai volé à un collègue des Maquinas. Et après, il y a de la gestion de projet. Après, quand ça dépend où on est dans le métier. Hein, je parle côté agence, il y a de la gestion de projet. Et donc voilà un petit peu les domaines. Donc de la gestion de budgétaire et on va dire probablement aussi donc autant du côté soif découverte, il y a une certaine indépendance parce qu'on a un projet, il est à nous et on peut l'amener de A à Z, un peu comme une petite entreprise, on gère et ça c'est quelque chose qui attire aussi beaucoup. Effectivement, c'est un secteur qui est très, très, très varié et qui attire beaucoup les gens parce que c'est vrai que c'est pas du tout organisé, c'est pas mettre des tables dans un event hein, et c'est très, très varié. Merci beaucoup pour cet échange, on va dire live, hein, c'est dans tous les sens du terme, puisqu'effectivement, encore derrière moi, vous entendez la circulation genevoise. On a travaillé sur de la 4G, on a utilisé des outils tels que Skype, et on a surtout traité d'un sujet, en tout cas à Victoria et moi, qui nous tient à cœur, puisqu'effectivement, on a quelque part, à notre modeste mesure, aussi des acteurs de l'événementiel. On va te lancer l'invitation, parce qu'on le fait de temps en temps effectivement avec nos invités, une invitation qui n'est pas jetée comme ça en l'air par hasard, de revenir dans Coming Mag Live, même si effectivement il y aura une petite pause estivale dans nos émissions, ça sera l'occasion peut-être à la rentrée de refaire le point sur la situation de l'événementiel, sur ces formats qui se réinventent et puis qui mélangent les genres. Ce sera l'occasion d'avoir ton avis dessus la question. Merci beaucoup pour ton temps passé dans ce live. Avec plaisir, merci à vous. J'espère que tu auras comme moi l'occasion après d'aller te rafraîchir parce qu'effectivement ici, c'est la fournaise. Voilà, c'est aussi ça, hein, bosser dans l'événementiel, c'est de le faire un peu n'importe où. C'est ça le live. Hein. C'est ça aussi le live. Merci beaucoup Sébastien et à très très bientôt. Merci à vous, merci à tout le monde. Bonne journée. Merci. Victoria, il est temps aussi de nous dire au revoir. On sait qu'on vous a manqué puisqu'il n'y a pas eu de live hier mardi, mais on reprend la cadence comme si de rien n'était. On se retrouve demain 15h, hein, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Alors à demain. Et portez-vous bien, à très bientôt.